Gna 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 gna, les rois, ils sont toujours du côté des riches. On nous a souvent raconté que la monarchie c'était le règne de l'arbitraire, un pouvoir capricieux, ignorant du peuple, hostile au progrès économique, et que la liberté du commerce était une conquête moderne, rationnelle et émancipatrice. Mais l'histoire est plus subtile, car il y a eu plein de moments très précis où le roi de France a pris position contre cette prétendue liberté de commerce, et non pas pour défendre ses privilèges ou les privilèges de la bourgeoisie, mais bien pour défendre ceux des classes populaires. Je vais ainsi aujourd'hui raconter cet épisode, celui de la dérégulation du commerce du grain dans les années 1760 et 1770. Il raconte exactement ce pourquoi la monarchie organique n'a rien à voir avec le libéralisme. À l'époque, l'économie commence déjà à devenir une idéologie. Autour du roi Louis XV gravitent des penseurs qu'on appelle les physiocrates, par exemple Turgot, Gournay ou Quesnay. Leur idée en gros c'est que la richesse ça vient de la terre et que si on veut enrichir le royaume, il faut libérer le commerce du grain. En clair ça veut dire supprimer le contrôle des prix, laisser les marchands acheter, stocker et revendre librement et faire confiance au marché. C'est déjà la naissance du mot d'ordre qu'on connaît tous, laisser faire, laisser passer. Un siècle avant Adam Smith, la France expérimente déjà le libéralisme. Sauf que dans la vraie vie, les équations ça nourrit personne. Dès qu'on libère le commerce du blé, les spéculateurs ils achètent tout, ils stockent tout dans des greniers et ils attendent que les prix montent. Et ils vendent ensuite à prix d'or. Les paysans et les ouvriers, eux, ils ont plus les moyens d'acheter leur pain et du coup il y a des émeutes, des famines locales et des tensions dans tout le royaume. C'est ce qu'on appelle alors parce que le pain, la base de leur survie, est devenu un produit financier. Parce que la main visible du marché, comme toujours et comme aujourd'hui, a frappé au ventre des plus défavorisés. Et c'est là que le roi intervient dans l'histoire. En 1770, Louis XV il est conseillé par Joseph-Marie Téré, qui remet de l'ordre dans le chaos libéral. Il abolit la liberté du commerce du grain, il rétablit le contrôle des prix et il fait surveiller les stocks et les routes pour éviter les trafics. Si vous aimez cette vidéo, qu'elle vous intéresse ou qu'elle vous apprend des trucs, n'hésitez pas à vous abonner. Le marché ne décide plus de qui a faim ou non, c'est de nouveau le roi qui arbitre. Le roi remet la situation sur pied, c'est bien l'économie qui est sous l'autorité du politique et pas l'inverse. Autrement dit, le blé n'est pas une marchandise comme les autres, c'est un bien vital et donc un bien commun. Bon, les résultats ils sont instantanés, les spéculations s'effondrent, les prix se stabilisent et la colère du peuple retombe. Pendant encore un temps, la France retrouve la paix du pain. Mais du côté des modernes, c'est le scandale. Les économistes du temps accusent Téré et Louis XV d'archaïsme, de freiner le progrès et d'étouffer le commerce. Et c'est les mêmes mots qu'on entend aujourd'hui. On entend les détracteurs du protectionnisme, de l'interventionnisme ou de l'antilibéralisme, mais le roi s'en moque. Il s'en moque parce qu'il gouverne pas par les marchés, il gouverne pour la stabilité du royaume. Son rôle, c'est de protéger les plus faibles contre la cupidité des plus forts. Ce moment, il est vraiment important à comprendre. Louis XV, il a pas tué le commerce, il l'a juste remis à sa digne place. Il a rappelé que le marché, c'était pas un dieu, mais c'est juste un serviteur. C'est juste un moyen d'allouer des ressources. En tout cas, c'est quoi déjà l'économie et par extension l'économie capitaliste ? En fait, si tu te retrouves sur une île déserte tout seul et que tu dois faire tout seul, il n'y a pas d'économie. L'économie est un objet social. C'est-à-dire que c'est une forme d'organisation sociale qui permet de faire des choses ensemble qu'on n'aurait pas pu faire tout seul ou de faire des choses ensemble de manière plus parcimonieuse et efficiente qu'on l'aurait fait tout seul. Là déjà, c'est une base très forte de se dire l'économie est un protocole d'entraide, de coopération qui permet d'améliorer notre contentement. L'objectif de l'économie, c'est le bien-être, c'est la satisfaction des besoins insatisfaits. Pareil pour la location, on a cette idéologie un petit peu commercialiste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se dit, dès qu'on essaie d'organiser le transfert de quelque chose, on se dit toujours qu'est-ce que je peux gagner ? Quel est le surplus que je peux avoir ? La plus-value, ce qui est une concentration sur les valeurs d'échange. Et dans une société commercialiste, en fait, on est incité à avoir cette rationalité économique qui nous fait voir toute opportunité comme une opportunité de s'enrichir. Alors que dans une société convivialiste, peut-être, qui ne serait pas commercialiste, mais convivialiste, on pourrait voir chaque opportunité comme une manière, je ne sais pas, de venir faire augmenter le bien-être et la confiance. Et là, on voit que ça serait la différence. C'est par exemple, la différence entre Airbnb et Couchsurfing, qui représente bien Airbnb, c'est la rationalité économique, commercialiste. Pourquoi est-ce que je te prêterais mon appart alors que je peux le mettre sur Airbnb et le louer 200 balles par soir ? Ça n'a aucun sens. Tu vois, là, d'un point de vue économique, bien sûr. Alors que c'est exactement la même activité. Alors c'est la même activité. Tu as un appart vide que je te prête pour satisfaire un besoin insatisfait. Du point de vue commercialiste, je ne vais pas te le prêter si tu ne me donnes pas d'argent. Du point de vue convivialiste, je me dis, tiens, mais non, c'est un pote, je lui prête. Je me dis, peut-être c'est une logique de réciprocité. Le jour où j'aurai besoin de quelque chose, il m'aidera. Ou c'est une logique de don. Tu es dans une situation de vulnérabilité, tu as besoin, je peux t'aider sans forcément me mettre dans une situation de danger. Donc je le fais. Et là, on voit que
ces comportements en fait sont informés par des récits. Ce geste, il n'était pas contre l'économie, il était pour la société. La monarchie française, contrairement à la caricature qu'on en fait souvent, ne croyait pas au laisser-faire, mais à l'équilibre des corps. Les paysans, les artisans, les marchands, les nobles, le clergé, chacun avait sa place et aucun ne devait dévorer les autres. Cet épisode du blé, c'est un peu un miroir de notre époque. Quand on parle aujourd'hui de la libéralisation du marché de l'énergie, de la privatisation des retraites ou du marché du logement, on rejoue exactement la même pièce. Le marché est libre jusqu'à ce que le peuple crève. Et il faut toujours un pouvoir politique fort pour pouvoir dire non à la spéculation. Louis XV et ses conseillers le savaient. Et c'est pourquoi, malgré sa réputation qui a été ternie, il fut l'un des derniers rois à rappeler que la souveraineté ne se mesure pas en PIB, mais en justice, en stabilité et en bien commun. C'est pourquoi demain, lorsque la monarchie organique reviendra, elle ne reviendra pas pour jouer Versailles. Elle reviendra parce que ce qu'a fait Louis XV ce jour-là, c'est exactement la mission du roi. Protéger le peuple contre les dérives d'une liberté devenue folle. Mettre l'économie au service du bien commun et non l'inverse. Rendre à la politique son sens premier, le gouvernement des vivants, pas celui des chiffres. Alors, je tiens à préciser que Louis XV avait effectivement autorisé cette libéralisation, mais devant l'évidence de la situation, il est simplement revenu sur sa décision. Et c'est aussi l'avantage du pouvoir royal. En étant indépendant, on peut réellement ajuster ses politiques à leurs effets sur la vie du peuple, et non à leur tendance ou au délire du parti du moment. Évidemment qu'il existe des exemples historiques où l'inverse s'est produit, mais ce que j'explique là, c'est que ce sont ces exemples-là, comme l'abandon de la libéralisation du grain, qui sont structurants pour la monarchie de demain. Louis XV a rappelé au XVIIIe siècle ce que nous devons nous rappeler au XXIe. Quand le marché se prend pour Dieu, il faut un roi pour lui rappeler qu'il n'est qu'un homme. Si vous aimez cette vidéo, qu'elle vous intéresse ou qu'elle vous apprend des trucs, n'hésitez pas à vous abonner.